Et pour développer tous ces sujets, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Tony Antoine Dibendila. Bienvenue. Merci beaucoup, Patrick Lumbala. C'est un plaisir pour moi de prendre part une nouvelle fois à Essentiel de l'Écho. Tout à fait. Igor Biwaka, vous êtes également là. Merci d'être là et bonjour. Bonjour Patrick et merci à vous. Merci beaucoup d'être là. On commence tout de suite par l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays ont signé donc sous l'égide des États-Unis d'Amérique un accord de paix qui inclut également des aspects économiques avec un cadre d'intégration économique à la fois régionale et bilatérale. Au point 6 de l'accord qui prévoit la prospérité. Mais comment la République démocratique du Congo justement peut-elle s'assurer que cette intégration ne se limite pas à un simple transit de ses richesses, mais garantisse une réelle valeur ajoutée et des retombées concrètes sur son propre territoire? On voit tout ceci, on se retrouve juste après pour en débattre. Au-delà des impératifs sécuritaires, l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, contient des dispositions économiques qui pourraient transformer la dynamique régionale. Parmi celles-ci, le point 6, intitulé « Cadre d'intégration économique régionale », se révèle être une pièce maîtresse posant les jalons d'une coopération mutuelle bénéfique. Ces cadres visent à transcender les différends passés pour bâtir une prospérité partagée, mais il implique pour la RDC une vigilance stratégique quant à sa souveraineté économique. Le point 6 de l'accord reconnaît explicitement que la paix durable dans la région des Grands Lacs est intrinsèquement liée à la stabilité économique et à la croissance inclusive. Il souligne la nécessité de revitaliser et d'intensifier la coopération économique entre la RDC et le Rwanda en se basant sur des principes de bénéfices mutuels et de respect des souverainetés nationales. Concrètement, ces cadres prévoient plusieurs axes d'action. Premièrement, la promotion du commerce transfrontalier et des investissements. L'accord appelle à la levée des barrières non tarifaires et à la simplification des procédures douanières pour faciliter la circulation des biens et services. Il encourage les investissements croisés et les projets conjoints, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. L'objectif est de créer un environnement propice aux affaires, attirant capitaux et savoir-faire. Deuxièmement, la sécurisation et gouvernance des chaînes d'approvisionnement en minerais. C'est un aspect crucial compte tenu de la richesse minière de la RDC et des accusations historiques des commerces illicites. Le point 6 insiste sur la mise en place des mécanismes robustes pour lutter contre l'exploitation illégale et les trafics des minerais. Cela inclut la traçabilité, la certification et le renforcement des capacités de contrôle. L'objectif est de s'assurer que les richesses minérales bénéficient équitablement aux populations et contribuent au développement légal des deux pays. Troisièmement, la lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence. Les cadres d'intégration économique régionale met un accent particulier sur la bonne gouvernance. Il prévoit des actions concertées pour combattre la corruption transfrontalière, améliorer la transparence dans la transaction économique, notamment celles liées aux ressources naturelles et aux grands projets d'infrastructure. Enfin, le développement des infrastructures connexes. La connectivité est essentielle à l'intégration. Le point 6 envisage des initiatives conjointes pour développer les infrastructures des transports et énergétiques, facilitant ainsi les échanges commerciaux et la mobilité des personnes. Pour la RDC, ces cadres offrent d'immenses opportunités. La normalisation des relations économiques peut stimuler l'activité dans l'Est du pays, attirer des investissements et créer des emplois. L'accent mis sur la traçabilité des minerais est également une aubaine potentielle capable de formaliser l'économie minière et d'augmenter les revenus de l'État. Les cadres d'intégration économique régionale de cet accord
pourrait soit compléter, soit potentiellement se superposer à d'autres initiatives régionales auxquelles la RDC participe, comme la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, la SADC ou encore la CEAC. La RDC devra naviguer habilement pour assurer une cohérence entre ces différentes plateformes et maximiser ses avantages. En conclusion, le point 6 de l'accord de paix RDC-Rwanda est bien plus qu'une simple clause économique. C'est un engagement profond vers une intégration régionale ambitieuse. Pour la RDC, sa mise en œuvre réussie dépendra de sa capacité à transformer ses opportunités en gains concrets pour ses populations tout en protégeant jalousement sa souveraineté sur ses richesses et en s'assurant que l'intégration serve avant tout ses propres objectifs de développement. Rebonjour Tony Antoine Bendila. Bonjour Patrick Lomba. La République démocratique du Congo et le Rwanda qui signent finalement un accord de paix. Est-ce qu'on peut à ce moment dire une paix obtenue à n'importe quel prix? Bon, je commence par... Obtenu, on peut oui, je commence par saluer d'abord la volonté américaine qui aujourd'hui a abouti à la signature de cet accord de paix RDC Rwanda. Nous savons déjà que les Rwandais ont longtemps traîné les pas pour qu'il y ait quand même des solutions diplomatiques, parce qu'aujourd'hui, tout le monde espère à Kinshasa et ailleurs que cet accord, surtout les Congolais qui ont longtemps souffert, ce sont les premières victimes. Et donc je crois que tout le monde espère que cet accord pourra enfin, après 30 ans, apporter une paix durable et une vraie paix. Et alors, la signature de l'accord à n'importe quel prix. Mais je crois qu'un accord parfait n'existe pas. Il faudra de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, laisser quelques plumes. Et ce n'est pas que une partie qui laisse les plumes. Aujourd'hui, nous nous rendons compte au regard des éléments, des détails sortis de cet accord. Nous avons vu la déclaration des principes un peu plus tôt. Après, il y a eu cet accord. Il faut souligner parce que certains pensent que c'est un accord préliminaire et tout. Et nous avons tous suivi le Messie Afrique, comme on l'appelle Boulos, dire clairement au bureau ovale du président Trump que c'est un accord définitif, mais il y aura un autre accord cette fois-là. Ce sera certainement un accord purement économique RDC États-Unis. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs craintes. Je les reçois de partout sur principalement la réalisation de ce qui est dit dans l'accord, mais aussi il y a des craintes du fait que les gens estiment est-ce qu'on aura, est-ce que c'est une prime du Rwanda après les massacres au Congo durant plusieurs années. Mais je crois que ce n'est pas une prime. Ce n'est pas une prime parce que si vous regardez de près, et d'ailleurs vous avez suivi tous les experts et même les contenus, vous ne verrez nulle part les mots amnistie. Comme ça a été dans le passé, vous verrez, il y a eu des accords sous même Joseph Kabila, multiples accords. Il y avait des brassages, des mixages, des amnisties, ainsi de suite. Mais vous n'entendrez nulle part dans cet accord parler des amnisties des individus qui ont massacré, ainsi de suite. Mais il y a aussi, il faut saluer cet effort congolais pour l'introduction de l'incise intégration conditionnelle des combattants des groupes armés non étatiques dans l'armée. C'est-à-dire que dans l'armée régulière. C'est-à-dire que conditionnel, c'est-à-dire ce sera au cas par cas. Je crois que vous avez suivi la partie congolaise, le chef de l'État lui-même dans son discours en a fait également mention, c'est-à-dire de part et d'autre. Aujourd'hui, s'il y a concession, je crois la plus grande concession faite par les Congolais, mais il faudra rappeler que c'était la position congolaise derrière, dès l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Je crois que la concession aujourd'hui, c'est le fait que les Congo devra en tout cas coopérer avec les Rwandais en termes de gestion en termes de gestion des ressources minières, c'est-à-dire n'allons pas co-gérer, mais il faut prendre en compte le fait que nos minerais pourraient transiter aussi par les Rwandais, qu'il y aura
des investissements transfrontaliers, qu'il doit y avoir une coopération plus approfondie autour des ressources minières de la RDC. Mais je crois que au regard des faits sur le terrain, c'est une concession assez importante, mais je crois qu'au nom de la paix, nous devons envisager comment échanger avec les autres. Parce que si nous allons un peu plus loin, on se rendra compte que même la France et l'Allemagne se sont battus durant plusieurs années, mais après, pour faire la paix, il faut accepter qu'il y ait coopération. Vous n'allez pas dire, voilà, on accepte la paix, mais qu'il n'y ait rien que nous plaçons des murs en lieu et place des ponts. Seuls les ponts peuvent en tout cas résoudre de manière pérenne, favoriser la paix de manière pérenne. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a la grande concession faite par les Congolais, c'est d'accepter de coopérer autour des ressources minières. Mais au-delà de cet aspect des choses, je crois que les Congos, en tout cas, c'est bien bâti au cours de cet accord, c'est pas facile. Nous avons vu déjà en Angola, je l'ai évoqué ici, quand il y a eu annonce de la procédure CONOPS, l'Angola et le Rwanda n'a pas voulu, l'Angola s'est retiré. Mais si vous regardez globalement aujourd'hui, on dira carrément que le processus de Nairobi qui intégrait les gouvernements, en fait, qui était un cadre d'échange entre le gouvernement congolais et les groupes armés, ce processus est aujourd'hui pris en charge quasiment par les Qatar. Et de l'autre côté, le processus de Luanda, qui était un cadre d'échange étatique, c'est-à-dire République démocratique du Congo et Rwanda, avec médiation angolaise, aujourd'hui est pris en charge ces processus par les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous croyons que ce que le Rwanda a évité au Luanda, c'est quasiment ce qui vient de se passer à Washington. Et donc, nous espérons que sur les terrains, qu'il y aurait des avancées. Effectivement. Igor Buaka, la RDC qui fait quelques concessions, tel que dit par Tony Antoine Dibendila, des concessions notamment en termes de coopération avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que finalement la RDC a laissé quelques-unes de ses plumes, de sa souveraineté économique dans cet accord, surtout en ce qui concerne le point 6 de l'accord qui revient sur les cadres d'intégration économique régionale? Je crois pour Patrick Lumbala, pour répondre à votre question, je vais la répondre avec une autre question, tout en réformulant votre pensée. Est-ce que la République démocratique du Congo jouit-elle pleinement de sa souveraineté économique? La réponse est négative. Pourquoi? Si on circonscrit les choses dans la ligne du temps, pour ne pas rentrer beaucoup plus loin, je prends juste les 30 dernières années. Depuis que le Rwanda s'est invité en République démocratique du Congo, en exploitant illégalement, illicitement les ressources minières de ces pays, depuis lors, la République démocratique du Congo, en tout cas, permettez-moi, ne jouit plus de sa souveraineté économique. Qui parle de la souveraineté économique, Patrick Lumbala, c'est en fait la capacité d'un État de bénéficier et de jouir pleinement de ses ressources minières et naturelles. Tout à fait. Or, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression aux allures purement économiques. Une guerre qui a fait en sorte que, n'est-ce pas, le pays, c'est-à-dire le pays de Lumumba, ne puisse plus jouir de ces minerais stratégiques. Prenons les faits, Patrick Lumbala, puisqu'on doit rester dans les faits. Le Rwanda, en payant systématiquement les ressources minières de la République démocratique du Congo, s'est érigé en premier exportateur mondial du coltan. On l'a tous vu. Tout à fait, tout à fait. Aux grandes dames de la République démocratique du Congo et au grand étonnement de la communauté internationale. Non, pas au grand étonnement quand même, parce que cette communauté internationale, c'est elle qui paye ces minerais. C'est vrai, c'est elle qui paye. Mais, après tout, logiquement parlant, on va déjà s'interroger sur la provenance de ces minéraux stratégiques, aujourd'hui à l'aune de la transition énergétique. Alors, revenons toujours sur les faits, Patrick Lumbala. Ce qui était dans les temps des faits subreptices, aujourd'hui deviennent des faits ostensibles. Le Rwanda occupe illégalement le territoire congolais. Des territoires qui sont pourvoyeurs, n'est-ce pas, des recettes publiques. Des territoires dans lesquels on trouve des sites miniers comme les sites miniers de Rubaya, où le cobalt est à foison. Le coltan également à foison. Et le Rwanda n'est là que pour, n'est-ce pas, exploiter illégalement en fait, ces ressources minières de la République démocratique du Congo. Peut-on parler de la souveraineté économique?
dans cet aspect de choses-là? La réponse est carrément Pour non. l'instant, non. Donc, l'accord ou pas, ce n'est pas que la République démocratique du Congo a laissé, n'est-ce pas, des plumes de souveraineté économique à partir de cet accord. Non. On nous a fait déjà déplumer depuis longtemps. Déplumé depuis belle lurette, Patrick Lumbala. Moi, je trouve d'ailleurs que cet accord essaye tant soit peu de rétablir le fait. Même si, il faudrait l'évoquer ici, on l'a dit tantôt, qu'il n'existe pas d'accord parfait. C'est même là l'intérêt au Rwanda, de respecter à la lettre, de respecter à doigt et à l'œil cet accord, de respecter scrupuleusement cet accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des faveurs qui lui sont accordées. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est au fait, en quelque sorte, une chaîne qu'on lui a placée sur le cou. De quelle manière, Patrick Lumbala? Puisqu'on a évoqué la disposition de l'intégration économique régionale. Tout à fait. De ces dispositions-là, moi j'ai retenu 3 axes majeurs. Le premier axe, il s'agit de l'intégration bilatérale. Le deuxième axe, il s'agit de l'intégration régionale, évidemment. Et le troisième axe, il s'agit de la surveillance économique. Tout à fait. Et quand on parle de l'intégration... Évidemment. Et quand on parle de l'intégration bilatérale, ça veut dire quoi? Dans des mots simples, l'intégration bilatérale, c'est justement le rétablissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les relations qui s'étaient amenuisées à la suite, évidemment, de la recrudescence, n'est-ce pas, de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait rétablir les relations bilatérales. Il n'y a pas de paix sans coopération bilatérale. On ne peut pas parler de la paix, puisqu'on appelle ça un accord de paix. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'un accord de paix sans qu'il y ait coopération bilatérale entre les deux parties prenantes? C'est pour cette raison qu'on est parvenu, dans le premier axe de cette disposition, n'est-ce pas, de l'accord de paix RDC-Rwanda, mis l'accent sur le retour du rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays, et spécifiquement dans le secteur minier. Tout à fait. Et pas n'importe quel minerai, il s'agit là des minéraux stratégiques, le cobalt, le cuivre et autres. Mais si on regarde bien, on fait par des simples comparaisons entre la RDC et le Rwanda, qui possède à foison les minéraux stratégiques. On a l'impression que le Rwanda ne met absolument rien sur la table, mais il s'invite quand même à la table. C'est une façon, pour moi c'est une façon, de la manne congolaise. Évidemment, pour moi c'est une façon de dire au régime de Kagame, attention, vous avez trop longtemps exploité illicitement, illégalement les matières premières de ces pays. Alors si vous retombez, si vous récidivez, il y aura évidemment des sanctions. C'est pour cette raison qu'on est en train de marteler sur le fait que, puisque c'est les États-Unis d'Amérique qui sont en train de jouer cette médiation, on est en train de marteler sur le fait que les Américains, puisqu'ils ont pris au fait cette responsabilité de jouer la médiation dans ces conflits, ils doivent s'impliquer activement. Tout à fait. Voyez-vous, Patrick Lumbala. Donc, c'est en fait le premier aspect des choses. Et toujours, je parlais de ces premiers axes-là qui s'agit au fait de l'intégration bilatérale. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il s'agit là, premièrement, je prends juste un ou deux aspects, puisque je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je prends justement la partie de dérisquage. De dérisquage, au fait, de chaînes d'approvisionnement en minerais. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire simplement que la RDC et le Rwanda, n'est-ce pas, s'accordent sur des mécanismes probants. Des mécanismes probants qui se rapportent à l'extraction des matières premières tout en respectant les normes environnementales. On a dit ici le cobalt appartient aux Congolais, le cuivre appartient aux Congolais, et comment le Rwanda vient s'inviter? Tout à fait. Parce que quand on parle de dérisquage, voilà, qui concerne l'extraction, ça se passe quand même sur le sol congolais. Évidemment. Comment les choses comme ça doivent figurer dans l'accord? Pourquoi le Rwanda doit s'inviter? C'est une façon de dire que voilà, cet accord peut paraître peut-être bénéficiaire rwandais, mais c'est au fait un piège. C'est un piège. C'est une façon de dire que vous vous convenez sur un certain nombre de choses. Et qui le transgresse, qui les viole, on sera facilement imposer des sanctions sévères au Rwandais. Puisqu'on réclamait que les États-Unis d'Amérique puissent imposer des sanctions draconiennes au Rwanda. Mais lesquelles sanctions n'ont pas été imposées à la limite de nos attentes. Voyez-vous? Un autre aspect des choses, Patrick, je m'en vais conclure là-dessus. Un autre aspect des choses, il n'y a pas que les minéraux qui intéressent au fait les deux parties prenantes dans le cadre de ces clauses. Il y a également la gestion des parcs nationaux, Patrick Lumbala. Le Rwanda a combien de parcs nationaux? À peine 3, dont 2 parcs, n'est-ce pas, se trouvent évidemment à la limite, à la croisée des frontières avec la République démocratique du Congo. Et notre pays, notre côté, on en a combien? On en a 9. S'il faut considérer le parc marin des mangroves, mais également le parc de faune à Okapi. Donc, ce qui prouve à suffisance que la République démocratique du Congo a mis sur la table d'une négociation
ces énormes potentialités, ces énormes richesses. Alors que le Rwanda ne vient qu'avec des bribes. Mais seulement, tout va se jouer sur le respect de cet accord ou pas. Tout à fait. Tout va se jouer sur le respect de cet accord ou pas. Tony Dibendila, je vais vous lire d'abord un aspect de cet accord. Igor l'a relevé ici, l'aspect de l'intégration bilatérale. On dit que dans ces cadres, justement, les parties lancent ou élargissent la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux. Mais déjà là, quand même, il se pose un problème. Si on doit co-gérer nos parcs nationaux avec le Rwanda, on peut peut-être choisir le parc qui, comme Igor l'a dit, qui borde notamment la frontière avec le Rwanda. Mais là, ce n'est pas spécifié. Est-ce que ce n'est pas inviter le Rwanda jusque dans le Congo profond et le permettre justement de nous infiltrer davantage? J'aurais du mal à prendre un aspect partiel de l'accord et baser ma réflexion sur ça. Ça sera peut-être faire sortir un texte de son contexte. Mais je crois que l'esprit profond de l'accord aujourd'hui sur la table, c'est d'abord les retours de la paix et contraindre le Rwanda à respecter les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème est que il y a un sérieux problème du respect des règles du jeu qui est les droits internationaux, mais aussi plusieurs chartes qui réglementent les échanges entre États, ainsi de suite, dans la sous-région et au-delà. Nous sommes tous membres de l'Union africaine. Déjà, l'Union africaine interdit des agressions pareilles, mais les Rwandais passent outre. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il faut aller en termes de... Parce que c'est d'ailleurs ce qui se murmure, s'il faut aller sur la bonne foi de l'application de cet accord, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, la plus grande garantie sur l'application, la mise en place effective de cet accord, c'est la présence américaine. La présence du fait que les Américains veulent investir dans la région. C'est la plus grande garantie de l'exécution de cet accord. Parce qu'il y a eu, je l'ai évoqué ici tantôt, plusieurs négociations dans les passés et ça a échoué. Nous avons eu les M23 étaient présents et c'est toujours le M23 qui revient. Mais il faut écouter Pierre Boisselet, par exemple, Pierre Boisselet qui est le directeur de l'aspect violence de l'Institut de recherche chez Boulitelli. Il l'a dit clairement, lors des dernières offensives, on tentait de faire croire à l'opinion que c'était les M23 qui menaient le combat, mais c'est faux. C'était vraiment les forces spéciales rwandaises. Et on dit que c'est environ 4-5 000, c'est faux. C'est jusqu'à 10 000 hommes sur les terrains. C'est l'armée rwandaise qui menait des combats, grâce également au renseignement satellitaire de certaines puissances étrangères. Ça, c'est connu. C'est connu. Et donc, aujourd'hui, il est connu que c'est le Rwanda qui menait les combats sur les terrains. C'est pourquoi je l'ai dit ici, je souligne les côtés pragmatiques des Américains qui veulent aujourd'hui, parce que, je l'ai dit toujours, nous savons, et c'est connu, plusieurs enquêtes ont été publiées ici et là, nous savons qu'ils sont à l'origine du désastre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous savons qu'ils sont à l'origine du désastre. Et donc, si aujourd'hui les Américains reviennent sur la scène pour la première fois depuis les années 96, c'est-à-dire depuis les débuts de la première guerre du Congo jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'ont jamais piloté de manière directe un processus de paix en ce qui concerne l'Est du Congo. C'est pour la première fois. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils certainement, ils se disent aujourd'hui que ça suffit. Le cycle des 30 ans est arrivé à son terme. Je crois que nous avons... Nous avons aussi leurs intérêts économiques. Bien entendu. Je crois qu'il y a plusieurs aspects géopolitiques qui ont également favorisé l'enlisement de la situation d'insécurité dans l'Est du pays. Les désengagements américains en Afrique, et surtout en Afrique centrale et dans la région de Grand Lac. Il y a un désengagement sérieux. Aujourd'hui, c'était les Chinois qui bénéficiaient des ressources, voilà, de la situation sécuritaire. Nous avons suivi les reportages, par exemple, dans l'Infoca. Nous avons vu clairement qu'il y avait même des territoires occupés par des Chinois qui finançaient certains groupes, des privés chinois qui finançaient des milices pour les sécuriser. Même les autorités congolaises ne pouvaient pas y mettre pied. Les documents, les grands reportages du confrère Alain Foka est disponible dans les réseaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, au-delà de cet aspect-là, mais même dans les milieux diplomatiques, dans les milieux de renseignement,
Nous avons également suivi Alain Gillet, qui est l'ancien directeur général de la direction générale de la sécurité extérieure, c'est-à-dire les renseignements français, qui a souligné un fait. Il a dit, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, je le prends au mot, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi est en train de gagner. Parce que c'est aujourd'hui le point de vue congolais qui est de plus en plus mis en avant par les Américains. C'est-à-dire qui est en train de gagner auprès des Américains qui prennent de plus en plus la position congolaise. Mais on regarde l'accord Rwanda-RDC aujourd'hui. Mais ce qui est repris, c'est quasiment le processus de Luanda, ces processus CODOPS. Mais aujourd'hui, on dit la mise en application de cet accord, on ne peut pas compter sur la bonne foi des uns et des autres. Mais c'est sur l'engagement surtout des médiateurs. Les médiateurs sont les Américains. Ils jouissent d'un certain respect et d'une certaine notoriété, la capacité à faire actionner leur présence, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a une signature. C'est pourquoi je voudrais rapidement revenir sur cette application. Vous avez évoqué la bonne foi, mais il faut d'abord l'engagement des partis. Mais cette application semble être aujourd'hui déjà butée à un problème, parce que le Rwanda, de son côté, évoque que avant qu'il y ait n'importe quel désengagement de ce qu'il qualifie de mesures défensives, il faut d'abord que la RDC neutralise les FDLR qui n'existent pratiquement plus. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le Rwanda risque de nous tourner en dérision? Parce que là c'est quand même une condition très très importante et sine qua non. Cela a été prévu. Non, ça c'est une manipulation purement médiatique. L'accord prévoit les processus. En fait, comment est-ce que ça va se passer et sur les plans pratiques. D'ailleurs, les éléments, donc voilà, les éléments sont largement partagés dans le milieu diplomatique et certains médias d'ailleurs en Occident l'ont rendu public. Il y a d'abord, avant la signature, le 27 juillet, avant la présentation de l'accord par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump, il doit y avoir la mise en place du mécanisme conjoint de coordination. Le mécanisme conjoint de coordination sera constitué de la République démocratique du Congo et du Rwanda, aux côtés d'un comité de surveillance. Le comité de surveillance sera constitué des États-Unis d'Amérique, du Qatar et de l'Union africaine. Je crois que vous savez aujourd'hui qui est le président de l'Union africaine. C'est-à-dire que, d'une part, il y a les comités de surveillance. D'autre part, il y a les mécanismes conjoints de coordination. C'est-à-dire, les deux vont s'assurer qu'avant les 27 juillet, c'est-à-dire, il y aura d'ailleurs, avant les 27, l'arrivée du 27 juillet, ces mécanismes et les comités de surveillance doivent être mis en place. D'ailleurs, la première réunion est prévue avant le 11 août prochain. C'est-à-dire que dès qu'il y a mise en place des cadres-là d'échange, des travaux parallèles, il y aura maintenant l'évaluation. C'est diront 15 jours. Il y aura évaluation de la menace des FDLR. Effectivement, il y a l'histoire de la neutralisation des FDLR. Il y aura évaluation de la menace vraiment le Rwanda. Ce sera durant 15 jours. Et ça sera fait par la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui seront ensemble dans un mécanisme conjoint de coordination, mais aussi avec les États-Unis d'Amérique, les Qatar et l'Union africaine, qui seront dans les comités de surveillance. C'est ces 5 parties qui vont évaluer durant 15 jours la menace réelle des FDLR, mais aussi identifier c'est-à-dire les ténors de ces FDLR sur les territoires congolais. Après, durant 3 mois, il y aura maintenant les débits des traques de ces personnes qui représentent la menace. C'est ça les processus. Ce sera durant 3 mois. Et en parallèle de ce qui va se passer, durant ces 3 mois, dès que la menace est neutralisée, et après, d'office, le Rwanda va lever ces mesures défensives, c'est-à-dire mesures défensives en des termes simples, c'est à la fois ses troupes et ses supplétifs, parce qu'il est aujourd'hui établi par les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique que le M23 est soutenu financièrement et militairement
par les Par Rwandais. le Rwanda. Et surtout que l'accord lui-même revient notamment sur la résolution 73 des Nations Unies. Qui exige le départ immédiat des forces négatives, ainsi de suite, et des troupes rwandaises. Effectivement. Alors, Igor Bioka, sur le plan économique, on a vu que le président Tshisekedi, déjà en 2021, avait proposé quelque chose de similaire au Rwanda, notamment le raffinage de l'or avec 10 terres à Kigali. Évidemment. Et qu'on sort, l'accord revient encore, et pratiquement les mêmes choses un peu plus élargies. Mais est-ce que vous pensez que si le Rwanda n'a pas accepté ce que la RDC lui a de bonne foi proposé hier, qu'est-ce qui prouve qu'elle acceptera et respectera ce qui est établi aujourd'hui? De manière brute, c'est la présence américaine. Tout à fait. Il s'agit là d'une puissance, évidemment, non seulement militaire, économique et politique, qui s'est invitée, comme on l'a rappelé ici. Il s'agit au fait de la première fois que les Américains eux-mêmes s'investissent dans le conflit, c'est pas qui ravage la République démocratique du Congo durant 3 décennies durant. Voyez-vous? Et ce n'est pas rien. Donc, comme vous l'avez évoqué tantôt ici, cet accord met vraiment un accent sur la coopération économique. Et les Américains eux-mêmes seront également bénéficiaires. Parce que j'ai parlé ici premièrement du premier axe qui concerne en fait l'intégration bilatérale, mais dans le deuxième axe, il s'agit là de l'intégration régionale. Dans l'intégration régionale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les deux pays vont, n'est-ce pas, s'investir dans ce qui concerne les chartes régionales signées, en ce qui concerne en fait, la coopération, etc. Mais également vont s'investir dans les chartes internationales qui seront signées. Voyez-vous? Et quand on parle de ces chartes internationales qui seront signées et ratifiées par des États, les États-Unis d'Amérique seront également présents. Donc aujourd'hui, les USA veulent tirer profit également de la manne minière de la République démocratique du Congo. Et pour cela, ils s'imposent la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et c'est ce que le Rwanda craint. On a tantôt présenté ici le fait que, n'est-ce pas, le Rwanda pourrait être également bénéficiaire de cet accord, mais pendant 30 ans, le Rwanda avait un accès direct aux minerais de la République démocratique du Congo. Et directement couper ces ponts-là. Par moment avec l'approbation même couper ces réservoirs, évidemment, couper ces réservoirs, c'est comme priver le Rwanda de sa nappe phréatique qui soutenait son économie. Voyez-vous? Et il sait pertinemment ces répercussions-là. Il sait pertinemment le danger qu'il court. C'est pour cette raison-là, on lui a quand même donné cette possibilité, n'est-ce pas, en ce qui concerne la coopération bilatérale, de pouvoir, ce n'est pas de la cogestion, mais de pouvoir de commun accord avec les autorités congolaises, par exemple, de veiller sur l'extraction, n'est-ce pas, des minéraux stratégiques, mais l'extraction, de veiller sur je dirais, les conditions environnementales, les normes environnementales, sur l'extraction de ces minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Mais encore plus loin, on parle de la surveillance économique. C'est-à-dire, les deux pays vont mettre de commun accord des mécanismes concrets de lutte contre la corruption dans le secteur minier. Quand on parle de lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment bien que le secteur minier congolais était miné par la contrebande. Une contrebande que le Rwanda a organisée. Tout à fait. Et donc, si on t'invite, toi qui organisais cette contrebande, de mettre de commun accord des mécanismes qui puissent combattre cette contrebande-là, c'est-à-dire qu'on te lie par conséquent les mains. Donc, c'est une façon de fragiliser le Rwanda pour qu'il ne puisse plus soutenir de loin ou de près, n'est-ce pas, ces rebelles du M23. Mais les Américains, justement, parce qu'on dit qu'entre les États, c'est les intérêts d'abord. Est-ce que vous ne craignez pas que les Américains qui se sont engagés de manière spontanée dans cette médiation, lorsqu'ils auront obtenu ce qu'ils cherchent, ça veut dire l'accès à des ressources, à des minéraux critiques, est-ce que lorsqu'ils auront obtenu justement ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils ne vont pas finalement s'en aller et laisser voilà, les ruines derrière, on l'a vu au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs toute la question, Patrick Lumbala. Il ne faudrait pas que nous soyons dupes. Parce que cette question donne directement lieu à ces deals miniers en gestation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir avec les mêmes armes
qui nous avait servi contre les Chinois. Tout à fait. Pour parler de ces deals plutôt minéraux contre infrastructure. Le contrat du siècle. Le contrat du siècle, lequel a été un échec total. N'eût été en fait la révisitation de ces contrats grâce évidemment à l'œil vigilant de l'inspection générale des finances. Voyez-vous? Et donc on doit apprendre de nos erreurs passées pour justement corriger le problème à l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est un deal qui non seulement va bénéficier, n'est-ce pas, aux USA, mais ça doit bénéficier à la partie congolaise. On parle des deals minéraux contre la sécurité. On sait bien que l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo accuse des faiblesses. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le moment, c'est le moment de restructurer les choses grâce à ces partenariats-là. Puisque ce qui est vrai, ce qui est évident est que les Américains ne resteront pas indéfiniment sur le territoire congolais, sur le sol congolais. Ils auront leurs intérêts, ils vont exploiter ce qu'ils auront à exploiter, et finalement, ils vont s'en aller. Mais quand ils vont s'en aller, puisque même dans l'accord, dans les résolutions, dans les dispositions finales, on ne dit pas que l'accord restera indéfiniment. Il y a la possibilité de résilier l'accord, mais avec des préalables. Voyez-vous? Comme pour dire que c'est le moment, grâce à cet accord en gestation, c'est le moment pour les autorités congolaises de s'organiser et de voir comment s'aguerrir encore davantage, puisque les Américains ne resteront pas indéfiniment, et d'organiser en tout cas notre système de la défense nationale, mais également bien d'autres systèmes de la vie nationale en République démocratique du Congo. On doit donc en profiter pour reformer notamment notre armée, qui a quand même quelques soucis, il faut se le dire. Alors, Tony Dibendila, on a parlé ici de ce que pourraient être les conséquences si jamais les Américains obtenaient ce qu'ils cherchent et qu'ils partaient. Mais la question est de savoir le deal futur, qui est d'ailleurs consacré dans l'accord présent, le deal futur entre la RDC et les États-Unis, sur quelle base doit-on partir pour ce deal? Ben, je crois que même dans les passés, la République démocratique du Congo a y avoir déjà des relations étroites. D'ailleurs, je rappelle que cette histoire des partenariats privilégiés lancés dès les premiers mandats du président Tshisekedi a pour sous-bassement un autre accord qui devait être, je crois bien, vers les années 80, signé entre les États-Unis et les Zaïre, 70 ou 80. C'est-à-dire, il y a déjà un fondement à partir duquel nous voulons avancer ensemble. Mais aujourd'hui, la réalité est que il y a eu véritablement les désengagements des Américains pour la région. Ça a été abandonné, on parle des minerais critiques, les Chinois en étaient bénéficiaires, les Européens en ont également besoin, mais les Américains comme tels n'étaient plus engagés. Mais nous avons remarqué que ces dernières années, ils veulent revenir pour des raisons stratégiques. Ils considèrent d'ailleurs les cobalt et certains minerais critiques comme des questions de sécurité nationale pour les États-Unis. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a ces projets corridors de Lobito qui part jusqu'au Katanga. Il était prévu, selon certains éléments d'information, que ces corridors devaient aller jusque vers l'est, les grands Kivu. Et le Rwanda avait refusé parce que justement il considère cette zone, il considère cette zone là comme sa zone d'influence. Il fallait continuer à faire la guerre, mais il faut se le dire aujourd'hui, la paix va bénéficier à qui? Parce que la guerre bénéficie à quelqu'un, bénéficie à une partie. La guerre bénéficie évidemment au Rwanda. Et la paix, la stabilité va bénéficier à qui? Et d'ailleurs, nous l'avons évoqué ici, dès l'arrivée du premier mandat du président Tshisekedi, il y avait des projets prometteurs entre les RDC et l'Angola. L'histoire de la raffinerie et de l'or, l'histoire de la... Voilà, avec les Rwandais, je veux dire. C'est-à-dire l'histoire de la raffinerie de l'or, le projet sur la construction d'un village en RDC par les Rwandais. Et c'est-à-dire qu'il y avait des projets communs, prometteurs.
avant que les M23 lancent ses hostilités avec le soutien du Rwanda et que ces projets-là capotent. Parce que déjà, les Congos étaient en train d'envisager comment diversifier ces partenariats. Et voilà. Et le fait de vouloir renforcer également la coopération avec l'Angola, cela a inquiété les Rwandais qui voulaient rester les passages privilégiés de nos minerais. Et ça capotait, ça créait ce que ça créait. Et donc, aujourd'hui, la priorité, c'est le retour de la paix en RDC. La présence américaine, sa volonté est manifeste. La volonté est manifeste. Aujourd'hui, Trump veut mettre fin à ce qu'il appelle la guerre des 30 ans. Il est à la recherche de son prix Nobel. Et donc, les éléments sont là. C'est aussi à nous de voir comment tirer bénéfice si les Américains viennent et ils apportent les investissements considérables. Ce sera au Congo également de voir comment tirer bénéfice, tirer profit avant le départ de ceux-ci. Tout à fait. On va donc mettre un terme à ces sujets, tout en rappelant que la RDC et le Rwanda ont donc paraphé, c'était le 27 juin dernier à Washington, au département d'État, l'accord de paix avec le Rwanda, un accord de paix censé mettre un terme de manière définitive à 30 ans d'hostilité, d'atrocité, mais aussi des tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo et ouvrir la voie justement à une ère de prospérité économique notamment.